Je vais vous inviter à regagner vos places. Si vous le voulez bien, on va ouvrir cette journée qui s'annonce bien passionnante. Et je vais dire, comme c'est l'usage, quelques mots d'introduction. D'abord, pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour ce colloque qui est organisé en avant-première de l'exposition que nous inaugurons demain, les Universalistes, exposition qui propose un regard sur un demi-siècle de pensée et de production architecturale portugaise. Je commence par les remerciements. Je remercie évidemment la Fondation Calouste Gulbenkian à Paris, avec qui nous avons produit cette exposition, dont je salue chaleureusement le président, M. Arthur Santos Silva, qui prendra la parole dans un instant. Nuno Grande, architecte, commissaire de l'exposition, qui s'exprimera lui aussi juste après. Francis Rambert, qui a organisé cette journée, ainsi que tous les participants, architectes, écrivains, critiques, aux 3 conférences-débats qui rythmeront cette rencontre. Je veux remercier les personnalités, architectes ou critiques, venant du Portugal pour assister à ce colloque, et évidemment tout particulièrement M. Álvaro Siza, que nous sommes honorés d'accueillir en ce lieu. L'exposition conçue par Nuno Grande pour la Cité de l'Architecture et du Patrimoine fait donc l'hypothèse, vous la vérifierez, que l'architecture portugaise s'inscrit dans un universalisme singulier qui est le fruit d'une synthèse originale entre le global et le local, qui place l'identité culturelle au cœur d'une série de tensions fécondes entre nationalisme, internationalisme et intégration européenne, entre colonialisme, révolution et globalisation. Ce premier colloque a pour but de prolonger la réflexion ouverte dans l'exposition sur les liens entre l'universalisme portugais et la globalisation. Il sera suivi d'une autre rencontre, le 9 juin, qui s'attachera à évaluer les propositions théoriques et critiques de l'architecture portugaise au prisme de leurs échanges avec une scène française qu'ils ont profondément influencée. L'universel, disait l'écrivain portugais Miguel Torga, c'est le local moins les murs. Dans cette belle définition, il faut évidemment entendre le local dans ses 2 sens, constructif et spatial. L'édifice, mais aussi le lieu déterminé. Pour accueillir l'autre, nous dit Torga, il est nécessaire d'avoir conscience de sa propre culture. Se connaître donc, avant de pouvoir s'ouvrir, car les peuples à la mémoire courte n'ont pas d'avenir. Mais un local sans les murs, poursuit Torga, non pas qu'il faille abolir les frontières, car la ligne de partage qu'elle fixe est un acte fondateur. Il n'y a pas d'accès au symbolique sans cette séparation entre un dedans et un dehors, un eux et un nous. Cependant, une limite n'est pas une clôture. Elle porte en elle la possibilité d'un passage. La globalisation, qui prétendait abolir les frontières économiques, a engendré des murs électrifiés et des systèmes de vidéosurveillance. Il est urgent de réinventer des portes ouvertes ou des portes battantes, comme celle de Marcel Duchamp, à la fois ouvertes et fermées, afin de promouvoir une identité qui reposerait non sur la racine, mais sur la relation. Et le Portugal peut ici nous servir d'exemple dans sa capacité à préserver les spécificités de sa propre culture tout en s'ouvrant au vaste monde. La culture, c'est ce qui résiste aux masques, aux dissimulations, à ces fictions sociales que pourfendait avec talent Pessoa. Mais elle doit, pour accueillir la fraternité, effacer les cloisons spatiales, historiques, mentales, qui bordent son horizon. Et c'est ce que fait Álvaro Siza quant à l'abbaye du Toronnet. Il comprend l'intelligence des anciens bâtisseurs et recrée un parcours oublié. Il conçoit ainsi l'architecture comme une expérience du territoire, une capacité à dialoguer avec l'histoire. Le portugais préhistorique était-il déjà, comme l'affirme Torga, un aventurier, un navigateur, un missionnaire, un semeur de culture? Vous reviendrez certainement au cours de vos échanges sur le colonialisme portugais que l'écrivain Eduardo Lourenço qualifie d'empire de fiction, reposant sur la mythologie d'un peuple découvreur, civilisateur, ni violent ni colonisateur. Un empire de fiction dont aucune réalité politique concrète ne peut consoler de la disparition. Peut-être faut-il voir dans cette expérience fondatrice de la perte, inscrite dans l'espace et dans le temps, la source de cette fameuse saudade, une manière, commente Lourenço, d'être présent dans le passé ou d'être passé dans le présent.
Vous évoquerez également la révolution des œillets qui ouvrit en 1974 d'intéressantes perspectives pour l'architecture, comme celle du programme de logement collectif des Salles, projet de transformation sociale et de refondation démocratique qui influença durablement la scène portugaise. Vous réfléchirez aussi à cette relation complexe du Portugal à l'Europe, faite de fascination mais aussi d'espoir déçu, parfois même de ressentiment. La culture européenne, écrit Lourenço, est une culture de l'inquiétude, de l'angoisse et du doute, du questionnement permanent de l'ordre du monde, une culture de défi radical au Dieu comme figure de la certitude. Le continent métaphysique qu'est l'Europe, n'ayant d'autre fondement que le dialogue de la pensée avec elle-même, ne pouvait évidemment que faire écho à l'intranquillité portugaise. La pensée universaliste peut-elle aider le Portugal d'aujourd'hui à entrer pleinement dans le monde globalisé en résistant à l'appel d'une nostalgie vénéneuse ou à l'attente d'un improbable cinquième empire? Peut-elle permettre aux jeunes architectes portugais des dernières décennies, aux prises avec une crise économique dont la violence menace l'existence même de la commande architecturale, de se situer dans l'héritage de Tavora, Siza ou Souto de Moura? Dans le prolongement de l'exposition que nous inaugurons demain, vos échanges témoigneront, n'en doutons pas, d'un profond changement dans la façon dont les Portugais se représentent et réévaluent leur mythe fondateur, tout en invitant, et c'est important, dans la période que nous connaissons, le public français à repenser, à partir de l'universalisme portugais, sa propre inscription dans le monde commun. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous de bons échanges et j'appelle à cette tribune le président de la Fondation Calouste Gulbenkian. Bonjour à tous. Monsieur le Président Guy Amsalem, Monsieur le Directeur Francis Rambert, mes premiers mots sont pour vous remercier et tout particulièrement la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et ses équipes de nous avoir prêté main forte dans la réalisation de l'exposition que nous inaugurons demain et qui constitue une nouvelle étape dans l'internationalisation de l'architecture portugaise. Je suis très content de regarder tellement de gens dans cette salle, jeunes surtout, donc le futur. Je regrette que la traduction de mes mots n'est pas la meilleure, mais j'ai seulement regardé hier la traduction, mais je serai aussi court dans ma présentation. Comme le dit si bien Cisa Vieira, le propriétaire de l'œuvre est le premier architecte. Vu sous cet angle, l'architecture impressionnante de la présente exposition ne serait pas possible sans la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. J'en viens tout naturellement au second architecte, le commissaire Nuno Grande, à qui l'histoire de l'architecture portugaise contemporaine doit tant et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler depuis plus de 15 ans dans la préparation de Porto, capitale européenne de la culture, quand son énorme talent s'était déjà rendu manifeste. Je venais tout juste à cette époque d'accepter présider à la structure en charge de ce projet, ayant réussi à garantir une enveloppe financière pour la requalification urbaine et pour la revitalisation économique du centre historique, dont les résultats seulement maintenant commencent à donner ses fruits. J'adresse une salutation tout particulière à ma collègue Isabelle Mota, la principale responsable de l'ambitieux programme des commémorations du cinquantenaire de la délégation en France de la Fondation, dans lequel
l'architecture contemporaine portugaise qui m'est si chère joue un rôle primordial. De même, je remercie le directeur de la délégation, João Caraça, et son adjoint, Miguel Magalhães, pour avoir coordonné et accompagné la production de l'exposition. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux architectes portugais présents, tant dans l'exposition qu'à l'occasion de ce colloque. Je considère que l'architecture est ce que le Portugal aujourd'hui a de meilleur. Il n'y a pas dans notre pays d'autres professions ayant réussi à obtenir un prestige international aussi considérable, surtout avec des œuvres réalisées à l'étranger, en général dans le cadre et à la suite de concours ouverts et compétitifs. À l'occasion de cette exposition, 50 architectes sont présents. 50, autant que le nombre d'années de la délégation de la Fondation en France. Mais il pourrait, cela va sans dire, être bien plus nombreux. Une sélection restera toujours une sélection, et si ce n'était pour cette limitation, je suis convaincu que nombre de ceux que nous n'avons pas mis de côté mériteraient tout autant d'intégrer cette exposition. Les grandes références de ce mouvement sont sans doute Fernando Távora à Porto et Nuno Teotónio Pereira à Lisbonne, les maîtres de l'architecture et de la citoyenneté des générations qui suivirent. Si à la fin de la monarchie et au début de la Première République, les médecins ont été les agents sociaux intervenant le plus politiquement, dans la seconde moitié du XXe siècle, cet avant-gardisme en matière de cause sociale a été pris par les architectes. Ce positionnement procède et résulte des caractéristiques de la profession elle-même, qui permet de mieux comprendre les complexités sociales. Les œuvres visionnaires en matière de logement social sont en ce sens particulièrement exemplaires de cette capacité d'appréhender les inégalités dans l'accès à ce bien essentiel qui est le logement. Une grande partie de notre bonheur dépend des espaces où nous habitons, où nous travaillons et d'autres lieux dont nous pouvons bénéficier. Et même lorsque nous voyageons, c'est toujours la ville et ses différents éléments que nous cherchons. L'architecture, la bonne, contribue ainsi à développer notre dimension humaine comme un manteau qui nous accueille et nous réconforte face aux aspects les plus âpres de l'existence. L'architecte est aujourd'hui beaucoup plus polyvalent qu'autrefois, car au-delà du seul projet d'architecture, il s'implique également dans l'œuvre et dans la qualité intrinsèque que celle-ci rend possible. À cet égard, je ne peux manquer de me référer à un projet au beau milieu duquel je vis au quotidien et dont les détails extérieurs et intérieurs matérialisaient cette polyvalence. Le siège et les musées et les jardins de la Fondation Calouste Gulbenkian. Plus qu'un simple projet d'architecture,
ce monument national qu'est le parc Gulbenkian est un véritable projet culturel et civique. Fruit du travail de 3 architectes, Alberto Pessoa, Pedro Cid, Rui da Toguia, et plus autres 2 paysagistes, António Viana Barreto et Gonçalo Ribeiro Teles. Le parc Gulbenkian, c'est aussi la concrétisation des valeurs d'une institution et de son image, une personnification de la mission de la Fondation Calouste Gulbenkian, une institution en plein cœur de la création et de la créativité ouverte sur le monde. Cette identification de l'institution avec une œuvre d'architecture a été le défi pris par le premier président de la Fondation, le notable avocat Azeredo Perdigão, qui a décidé de ne pas occuper un édifice préexistant et qui a toujours défendu la construction d'un édifice entièrement nouveau. La vocation du bâtiment à construire était d'être un hommage perpétuel à la mémoire de Calouste Gulbenkian et devrait s'identifier avec, sont les mots d'Azeredo Perdigão, les traits fondamentaux de son caractère: spiritualité, force créatrice et simplicité de vie. Je voudrais finir avec une confession. Je n'aurais jamais imaginé devenir président de la Fondation Calouste Gulbenkian. Je me dis que peut-être j'arriverai à réaliser un autre rêve que j'ai déjà confessé en public dans une autre occasion. Même si je n'ai jamais réussi à obtenir une bonne note à dessin, étudier l'architecture. Et cela ne saurait débuter d'une meilleure manière qu'avec cette leçon qui nous a été proportionnée par la Cité de l'architecture et du patrimoine avec ce colloque, entouré comme je le suis d'autant de maîtres d'architecture et d'autant d'amis. Merci. Eh bien, bonjour. Dans mon pauvre français, je dois remercier à la Fondation Gulbenkian et particulièrement à Artur Santos Silva, à João Caraça et à Miguel Magalhães la confiance de me donner cette travail de commissariat d'une exposition de 50 ans d'architecture portugaise, mais aussi à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, particulièrement à Guy Anselem et à Francis Rambert, et à toute l'équipe de montage de la Cité, l'appui et la confiance aussi à cette commissariat. Et aussi à Eduardo Soto de Moura, avec qui j'ai beaucoup discuté les choix pour cette exposition, son conseil scientifique pour l'environnement. Eh bien, Guy Anselem a déjà tout dit sur l'exposition. Et je vais seulement parler un peu des thèmes que vous allez voir demain dans le vernissage. C'est une exposition sur l'histoire aussi du Portugal, de sa culture, où l'architecture est inscrite. Et c'est pour ça que j'aime bien cette photo, parce qu'on peut voir comment l'histoire, c'est toujours présent dans le travail des architectes portugais. L'exposition nous parle d'un universalisme autre, qui est différent de celui-ci qui s'imposa philosophiquement et politiquement au mouvement des Lumières, au centre d'Europe et particulièrement en France après le XVIIIe siècle. C'est un universalisme portugais qui est le résultat d'un contact permanent avec les géographies et les cultures de l'autre, l'altérité portugaise,
et auxquels donneront lieu des phénomènes caractéristiques du parcours portugais comme le voyage, la colonisation, la diaspora et l'émigration. En France, on sait bien que les immigrants portugais ont un rapport avec la culture française qui vient des années 60 au moins. Et j'aimerais bien aussi retourner à la phrase que vous avez dit de Torga, l'universel, c'est le local moins les murs. Ça nous parle aussi de la relation entre local et global. Et bien sûr d'Eduardo Lourenço, à qui je prête mon hommage pour l'inspiration qu'il m'a donnée pour penser un peu sur les thèmes de l'exposition. Eh bien, l'exposition, elle a 5 thèmes. Le premier thème, c'est bien sûr le internationalisme des années 60, la volonté des architectes portugais de suivre les tendances du modernisme internationaliste, mais aussi, à ce moment, l'imposition de l'État portugais, de la dictature, d'une vision nationaliste sur l'architecture, et comment les architectes portugais, surtout Tavora, qui part au Siam pour connaître Le Corbusier, il était vraiment attaché, il admirait beaucoup cette tendance internationaliste du moderne du Centre-Europe, mais lui-même, avec d'autres amis, il a décidé de faire l'enquête à l'architecture populaire au Portugal pour comprendre s'il y avait une architecture portugaise ou plusieurs. C'était un défi, même contre l'État nouveau, contre la dictature, que voulait imposer un style portugais. Et c'est ce résultat de cette enquête qu'il va montrer en 1958 à Salazar. Il va lui montrer qu'il n'y a pas une architecture portugaise, il y a plusieurs architectures portugaises et qu'on peut apprendre de ces architectures sans architecte pour faire l'architecture de son temps. Et c'est aussi cette méthode de compréhension historique qu'il va transmettre à Álvaro Siza, qui travaille avec lui pendant pas longtemps, mais suffisant pour comprendre un peu cette méthode universaliste de comprendre la réalité et l'architecture populaire. Mais aussi au sud, Nuno Teotónio Pereira et Nuno Portas, qui est là, je prête aussi mon hommage à Nuno Portas, le grand critique d'architecture portugaise dans les années 60-70. Et c'est aussi pareil avec d'autres amis qui vont fonder son bureau. C'est la vraie école de Lisbonne, hein, le bureau de Teotónio Pereira et Nuno Portas. Et c'est dans ce cas qu'on mis aussi cet rapport entre Lisbonne et Porto. Après, le deuxième thème de l'exposition, c'est le colonialisme. Hein. On est dans les années 60, dans les dernières années de l'empire portugais, de grand empire portugais. Cette photo que j'aime beaucoup, c'est l'hommage à les découvreurs portugais et aussi les boîtes de les retourner après l'indépendance d'Angola, Mozambique, Guinée. On voit le confront d'un Portugal héroïque qui fait les découvertes et le Portugal qui retourne de ces découvertes après la révolution et l'indépendance des pays, surtout africains. Et ce sont ces architectes qui, avant la révolution, sont à Mozambique et à Angola, comme Castro Rodrigues, et qui font son architecture faisant un lien entre son apprentissage à les écoles portugaises au nord, dans l'Europe, et la culture autochtone, en ce cas angolaise. Vous apercevez que je ne montre pas des édifices, je montre des personnes, je montre les universalistes portugais. Les édifices, demain, vous allez voir qu'il y a plusieurs édifices à voir. Ici, on voit Pancho Guedes dans son bureau, dans les années 60, avec tous ses collaborateurs, artistes mozambicains, qui travaillent avec lui et qui lui fait connaître aussi. C'est ce dialogue avec la culture locale, et lui, on sait, appartenait au Team 10. Hein. Ici, il est bien accompagné par Peter Smithson, Aldo Van Eyck et Giancarlo Di Carlo. Alors, c'est toujours ce rapport entre la culture européenne, le débat européen, et la culture africaine que Pancho conduit aussi dans son travail.
Après, le troisième thème, c'est la Révolution. C'est quelque chose on parle souvent en France, hein, parce que la France a surtout découvert le Portugal après la Révolution. Les revues d'architecture française, après Bernard Huet a fait en 1976 un numéro spécial sur le Portugal. Et c'est surtout ce que nous porte à créer pendant les brefs mois, je pense, des mois comme secrétaire de l'urbanisme et de logement, le programme SAL, le programme qui a permis à CISA, à qui je prête aussi mon hommage, et à Alexandre Alves Costa aussi, de commencer cette aventure de créer un bon logement, un meilleur logement pour plusieurs nombres de personnes qui avaient nécessité. Et ça, c'est une belle photo où, avec Nicoline, ils expliquent le SAL à les étudiants italiens pendant un voyage en 1976. Et ici, on voit Álvaro Siza qui fait le rapport avec les habitants. Il discute avec les gens, que faire, comment faire, et maintenant son autonomie d'architecte pour faire le premier quartier qu'on connaît bien à Porto. Le quatrième thème, c'est vraiment l'intégration du Portugal à la communauté européenne. Ici, on voit Mário Soares, peut-être en France le plus connu politique portugais, qui était Premier ministre et après président de la République, et qui a eu un rôle important pour cette intégration. Et c'est dans ce cas qu'on commence à parler de l'histoire, de la relation avec l'Europe, avec le classicisme européen, dans un moment où le débat moderne, post-moderne commence. Et c'est assez drôle de voir comment ils partent pour découvrir redécouvrir cet classicisme sans le copier. C'est un peu un post-modernisme qui n'a pas une raison de copier directement le classicisme gréco-romain, mais apprendre avec ce point de l'histoire. Et c'est quand Álvaro Siza part aussi en Allemagne pour commencer son aventure internationale à Berlin et à Haye. Et en même temps, à Lisbonne, une nouvelle génération se questionne sur comment est-ce qu'on peut survivre à le poids du modernisme. Qu'est-ce qu'il y a après le modernisme? Et c'est des gens comme Manuel Graça Dias ou Michel Toussaint qui organisent une exposition assez importante en 1983 sur l'architecture après le modernisme. Eh bien, dans cette belle photo que Georges Figueira a fait en 2006 à Venise, cette génération apprend aussi avec Pancho Guedes et Manuel Vicente qui travaillaient à Macao. Alors, c'est l'exotisme ou un peu cet autre langage qui vient du Macao, de Mozambique ou d'Angola qui est aussi très influent pour cette nouvelle génération qui veut savoir et qui veut apprendre avec cette mestissage qui fait part de la culture portugaise. Et bien d'autres, Estes Ferreira, Gonçalo Birne et João Luís Carrilho da Graça qui font son propre chemin conscient de cette question, que faire du Portugal après la Révolution et que faire de l'architecture après le modernisme, sans tuer le modernisme. Regardons le modernisme, comme le disait Habermas, comme un projet ouvert et comme un langage aussi qu'on peut utiliser d'une façon postmoderne. Finalement, et pour finir, la globalisation. Guy Anselem a déjà parlé de cette condition globale où les architectes portugais travaillent, comme tous. Et c'est vrai que les deux Pritzker ont bien aidé l'architecture portugaise à être plus connue. Et c'est très intéressant comment le disciple et le maître travaillent encore ensemble. Et quand je dis disciple, je ne dis pas quelqu'un qui suive avec la fièvre de son maître. Non, c'est quelqu'un qui pose des questions à son maître. Et ça, c'est aussi la bonne chose de la lignage portugais, c'est que le maître, il ne tue pas le père, mais il ne le suit jamais pour toutes les places. Hein. Il le questionne aussi, il réinvente un peu son architecture. Regardons ce que le maître avait fait avec ses maîtres aussi. Et on peut parler d'une nouvelle génération comme Aires Mateus, les frères Aires Mateus, les autres frères Mateus, ARX Portugal, mais aussi des gens qui travaillent à Porto comme Paulo Santos ou à Madeira comme Paulo David.
et d'autres amis qui sont à ce moment aussi dans un processus d'internationalisation, João Mendes Ribeiro, Francisco Ferreira de Campos et Cristina Guedes. Et aussi les rapports entre Lisbonne et Porto, qui se maintient de bonne santé, comme on peut voir ici entre Eduardo et Emmanuel. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut apprendre encore avec Álvaro Siza, le plus jeune de tous? C'est comment voyager, c'est toujours comment interpréter cette géographie et cette culture de l'autre, comme en Hollande ou comme à Berlin, où à ce moment-là, on confronte avec le changement de son édifice, le bonjour tristesse. Siza comprend que l'édifice résiste au temps, l'édifice résiste dans la ville. Parce que c'est un édifice qui est fondé sur les racines de la ville de Berlin. Et c'est cette phrase que François Sagan a volée à Paul Éluard. C'est avec Paul Éluard que je termine, quand il dit « Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci ». Et ce monde-là, c'est le monde portugais. Merci.